Chaque matin, à 6h30 précise, Camille Lefebvre franchissait les lourdes portes vitrées de l'immeuble Delattre & Associés, situé sur l'avenue Montaigne, en plein cœur de Paris. Elle n'avait jamais besoin de badge. Le veilleur de nuit, un homme taciturne nommé Bernard, lui lançait un bref signe de tête sans un mot. Personne ne lui parlait vraiment. Elle entrait, effaçait la poussière des bureaux, vidait les corbeilles pleines de papier froissé, alignait les chaises, nettoyait les vitres sans laisser la moindre trace. Elle n'était qu'un souffle de vent dans les couloirs du pouvoir, une ombre discrète glissant entre les bureaux luxueux. Camille avait 29 ans, mais son dos en paraissait 40, courbé par les heures de ménage et les escaliers gravis avec un chariot trop lourd. Originaire de Moulins, une petite ville de province, elle avait quitté sa vie tranquille et ses rêves de littérature après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture brutal. Restée seule avec un petit frère à charge pendant plusieurs années, elle avait tout abandonné, ses études à la Sorbonne, ses ambitions d'écriture, ses élans de jeunesse. Maintenant que son frère était adulte et indépendant, elle survivait à Paris, enchaînant les boulots invisibles comme celui-ci. Malgré tout, elle n'était pas amère. Elle avait une manière de regarder le monde, même le plus cruel, avec une forme de douceur résignée. Ses gestes étaient précis, ses mouvements silencieux, presque chorégraphiés, mais personne ne la regardait. Les cadres, les secrétaires, les dirigeants passaient à côté d'elle comme on passe devant une plante dans un coin de couloir, sauf un, Paul Delattre. Paul était l'héritier de l'entreprise familiale, quadragénaire séduisant, costume 3 pièces et arrogance en bandoulière. Il avait cette façon de toiser les gens avec un sourire presque imperceptible, comme s'il notait leur valeur dans un carnet imaginaire. Il ne parlait jamais directement à Camille, mais ses remarques cinglantes, destinées à ses collègues ou balancées dans le vide, étaient souvent assez audibles pour atteindre ses oreilles. Le ménage, c'est comme l'échec. Mieux vaut que ce soit discret. Elle se contentait de baisser les yeux et de continuer chaque jour sans jamais répondre. Il ne savait rien d'elle. Il n'avait aucune idée qu'elle avait rédigé des essais sur Balzac à l'université, ni que son français était plus raffiné que celui de certains cadres. Il ne voyait qu'un uniforme gris, un tablier, des gants. Un mardi d'hiver, alors que Paris grelottait sous un vent sec venu du nord, Camille achevait le nettoyage du 6e étage. Le bureau de Paul brillait déjà, comme chaque jour. Elle détestait cet endroit. Les murs en bois sombre, la moquette épaisse, le parfum de cuir, tout y respirait l'argent ancien, la domination tranquille. Elle allait refermer la porte lorsqu'un éclat doré attira son attention. Un objet scintillait sur le manche de sa serpillière, soigneusement posé, comme si quelqu'un l'y avait déposé avec une intention très précise. C'était une petite enveloppe, élégante, cartonnée, d'un doré satiné. Son nom y était écrit à la main avec une calligraphie parfaite, Camille Lefebvre. Elle resta figée, le cœur battant, un mélange de surprise et d'incompréhension nouant sa gorge. Elle n'avait jamais reçu autre chose qu'un bulletin de paix dans ce bâtiment. Ses mains, toujours gantées de latex, frémirent en retirant l'enveloppe. Elle hésita, regarda autour d'elle, puis l'ouvrit. À l'intérieur, un carton d'invitation à une soirée de gala, la nuit des talents émergents, organisée par la direction de Delattre & Associés au Palais Garnier, samedi soir à 20h. Une tenue de soirée était exigée. L'invitation semblait authentique, luxueuse même. Camille relut le texte 3 fois, incapable de comprendre. Pourquoi elle? Était-ce une erreur? Un mauvais destinataire? Une mauvaise blague? Le nom était bien le sien. Tout était correct, mais rien n'avait de sens. Elle n'était pas un talent émergent. Elle était la femme de ménage, celle qui nettoyait les restes de leur déjeuner d'affaires. Le doute se mêla à l'angoisse. Elle rangea l'enveloppe dans sa poche, les mains tremblantes. Ce jour-là, le retour à son petit appartement fut plus silencieux que d'habitude. Elle ne mangea presque rien. L'invitation posée sur la table comme un piège qu'on n'ose pas déclencher. Qui l'avait mise là? Pourquoi elle? Était-ce une main tendue ou un crochet bien caché? Camille ne dormit pas cette nuit-là. Elle fixait le plafond en silence, une question tournant en boucle dans son esprit. Que signifiait cette invitation? Le lendemain matin, Camille se leva avec un poids sourd au creux de la poitrine. L'enveloppe dorée repose encore sur la petite table bancale de sa cuisine, immobile, brillante dans la lumière grise, filtrée par la fenêtre. Elle l'observe longuement, comme si elle pouvait y lire une vérité cachée,
une intention secrète dissimulée dans l'éclat du papier. Rien ne change. L'invitation est toujours là, réelle, et son nom est toujours inscrit avec élégance sur la couverture. Elle l'a relu tant de fois qu'elle connaît chaque mot par cœur. Pourtant, elle n'a pas trouvé la moindre explication. Dans le métro serré entre un adolescent endormi et une femme en tailleur qui pianote sur son téléphone, elle pense à 1000 choses en même temps. Aucune ne l'apaise. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être que c'est une coïncidence étrange. Peut-être qu'un stagiaire maladroit a écrit le mauvais nom. Mais si c'était le cas, pourquoi personne d'autre parmi les agents d'entretien n'a reçu d'invitation? Elle a vérifié. Elle a posé la question à Najat, la plus ancienne des femmes de ménage, sous prétexte d'une simple curiosité. Aucune n'a rien reçu. Pas une enveloppe. Pas un mot. Camille commence à se sentir épiée. Elle se demande si quelqu'un ne se moque pas d'elle en silence. Arrivée à l'immeuble, elle garde l'enveloppe dans son sac, bien cachée. Elle ne veut pas que quelqu'un la voie avec. Elle se sent presque coupable de la posséder, comme si elle avait volé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Pourtant, elle n'a rien demandé. Elle n'a rien pris. On lui a laissé ce carton sans explication. À la pause, elle s'éclipse discrètement dans les escaliers de service pour téléphoner à la réception de l'événement, le numéro figurant au bas de l'invitation. Une voix polie mais distante confirme son inscription. Elle insiste. Elle donne son nom, son prénom, son poste. La personne ne bronche pas. Oui, Camille Lefebvre est bien sur la liste des invités confirmés. Il n'y a pas d'erreur. L'après-midi, dans l'ascenseur de service, Camille monte seule jusqu'au dernier étage. Les couloirs sont vides à cette heure. Alors qu'elle avance silencieusement vers le local d'entretien, 2 voies surgissent du sas vitré qui mène à la terrasse privée de la direction. Elle s'arrête net instinctivement. L'une des voix claires et désinvoltes lui est trop familière. C'est celle de Paul Delattre. Elle reconnaîtrait son timbre moqueur entre 1000. « Tu vas voir, ça va être hilarant », dit-il en riant. Imagine-la débarquer dans sa tenue de travail. J'espère qu'elle va vraiment venir. Ce serait dommage qu'elle rate son propre petit spectacle. Une autre voix, masculine, ricane à son tour. « Et si elle se pointe en robe de soirée, tu crois qu'on va la reconnaître ?» Paul répond sans hésitation. « Peu importe ce qu'elle mettra, elle ne pourra jamais cacher ce qu'elle est. Les gens comme elle ont ça dans la peau. Même en robe Dior, ça sent le balai à des kilomètres. » Camille reste figée, le regard fixé sur le sol carrelé. Elle ne ressent pas de colère immédiate, ni de honte. Seulement un vide glacé qui s'ouvre lentement sous ses pieds. Elle comprend. Tout s'éclaire d'un coup. L'invitation n'est pas un hommage. Ce n'est pas un oubli ni une maladresse. C'est un jeu cruel, une mise en scène préméditée. Paul Delattre, héritier de la maison Delattre & Associés, a planifié un divertissement cynique. Et elle est au centre du tableau. Non pas comme invitée d'honneur, mais comme cible. Elle retourne au local technique sans un bruit, les bras serrés contre son corps. Le balai qu'elle attrape n'a plus de poids. Les gestes qu'elle répète depuis des années n'ont plus de sens. Elle lave sans regarder, rince sans réfléchir. Mais dans sa poitrine, quelque chose change. Ce n'est pas une colère explosive. Ce n'est pas une vengeance brûlante. C'est un courant lent et dense qui monte, une détermination neuve, une étincelle tranquille qui refuse de mourir. Elle ne pleure pas ce soir-là. Elle ne parle à personne. Elle range son appartement sans un mot, prépare son dîner mécaniquement. La ville ronronne à l'extérieur, indifférente à sa peine. Mais dans l'ombre de sa petite cuisine, Camille prend une décision silencieuse. Si Paul veut un spectacle, alors il aura un spectacle. Mais pas celui qu'il attend. Le lendemain matin, dès l'aube, elle demande une journée de congé. Un prétexte simple, migraine et douleur dorsale. Son chef d'équipe, habitué à ses absences rares, accepte sans discuter. Elle quitte l'immeuble discrètement et marche longuement dans les rues du 11e arrondissement. Les mains dans les poches, le regard perdu. Elle repense à ses années de fac, à ses anciens rêves, à ceux qu'elle avait laissés derrière elle. Puis elle s'arrête devant une petite boutique discrète dont la vitrine présente des robes élégantes. Le nom au-dessus de la porte réveille une mémoire ancienne. Élodie Morel Création. Élodie, son amie d'université, ancienne colocataire, aujourd'hui styliste en pleine ascension. Elles ne se parlent plus depuis des années, la vie les ayant emportées dans des directions opposées. Mais Camille se souvient d'un pacte silencieux, d'un lien jamais vraiment brisé. Elle entre. Le parfum du tissu neuf, le cliquetis d'un mannequin de couture
la lumière tamisée, tout la ramène à une époque où tout semblait encore possible. Une jeune vendeuse l'accueille, polie mais réservée. Camille demande à parler à Élodie en personne. L'attente est brève. Élodie arrive, élégante, légèrement surprise. Son regard balaie Camille de la tête aux pieds, hésitant. « Camille ?» Camille hoche la tête. Il y a un long silence. « Tu vas bien ?» demande Élodie. « J'ai besoin d'un service », répond Camille simplement. Elle explique tout sans détour. L'invitation, l'humiliation prévue, les propos entendus. Elle parle doucement, sans chercher à se faire plaindre. Élodie écoute, d'abord figée, puis visiblement touchée. Quand Camille a terminé, un silence lourd s'installe. Puis Élodie lève les yeux vers elle, troublée. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» Camille ne sourit pas, mais ses yeux brillent d'une lumière neuve, plus sûre que jamais. Dans les jours qui suivirent, Camille se montra encore plus discrète que d'habitude. Son regard ne croisait plus celui des employés. Elle évitait les étages fréquentés et réduisait ses pauses au strict minimum. Mais ce silence apparent cachait une mécanique intérieure bien différente de l'effacement. À l'intérieur, tout bouillonnait. Chaque mot entendu dans le sas de la terrasse tournait en boucle. Chaque rire de Paul Delattre alimentait une résolution qu'elle n'aurait jamais pensé posséder. Ce n'était plus une simple vexation. C'était une ligne de fracture, une blessure nue qui l'avait réveillée. Elle continuait à travailler comme si de rien n'était, mais ses pensées construisaient déjà autre chose. Elle observait les moindres détails de l'environnement de ceux qui se croyaient au sommet. Les attitudes, les failles, les insécurités camouflées sous des costumes sur mesure. Elle comprenait désormais qu'il ne suffisait pas d'être éduquée ou brillante pour être considérée. Il fallait occuper l'espace avec une telle maîtrise que personne ne puisse plus vous renvoyer à votre place sans se sentir petit. Camille, pourtant, n'avait jamais voulu se battre contre ce monde. Elle s'en était seulement éloignée, résignée. Mais cette invitation, aussi cynique soit-elle, venait de raviver quelque chose de plus profond qu'un simple désir de revanche, un besoin vital de redevenir elle-même. Le soir venu, elle relut ses anciennes correspondances, chercha dans de vieux carnets les numéros oubliés. Parmi eux, celui de M. Chassagne, son ancien professeur de littérature comparée à la Sorbonne. Il avait cru en elle autrefois. Il l'avait encouragée à publier ses essais, l'avait même recommandée pour un stage dans une maison d'édition. Elle n'avait jamais donné suite. La vie, les responsabilités, le décès de ses parents, tout l'avait éloignée de ses possibles. Elle composa le numéro en hésitant, la main moite, la gorge nouée. La voix qui lui répondit n'avait pas changé. Grave, bienveillante, légèrement amusée. « Camille Lefebvre, je croyais que vous aviez disparu avec les muses. » Elle rit doucement, pour la première fois depuis des jours. Puis elle expliqua rapidement, honnêtement. Pas tous les détails, mais assez pour que Chassagne comprenne l'essentiel. Une humiliation prévue, une invitation moqueuse et une volonté de ne pas se laisser écraser. Il l'écouta jusqu'au bout, puis lui proposa une rencontre dans un café du quartier latin le lendemain. À la table du petit bistrot, face à une tasse de café noir fumant, Camille se retrouva dans un univers qu'elle avait presque oublié. Les livres, les citations, les regards qui évaluent par la finesse des idées et non la valeur du compte en banque. Chassagne n'avait rien perdu de sa lucidité. Il lui proposa un contact dans une maison d'édition indépendante qui pourrait s'intéresser à son histoire, pas celle d'une vengeance, mais celle d'une femme qui refuse d'être définie par la fonction qu'elle occupe. Elle quitta le café avec un carnet neuf, offert par son ancien professeur, et un sourire presque imperceptible sur les lèvres. Elle n'avait encore rien accompli, mais elle se sentait de nouveau légitime. Pas en tant que femme de ménage, en tant que Camille Lefebvre. Le retour chez Élodie se fit sans hésitation cette fois. La styliste l'attendait dans l'atelier, entourée de tissus somptueux, de croquis suspendus comme des promesses de beauté. Elle avait préparé une sélection de robes, toutes sobres, mais d'une élégance indiscutable. Rien d'extravagant, rien qui trahirait l'intention. « Je ne veux pas ressembler à une caricature de la revanche », avait insisté Camille. « Je veux qu'on se demande qui je suis, pas qu'on comprenne ce que je suis venue faire. » Élodie avait hoché la tête avec sérieux. Elle avait toujours eu le don de traduire les idées abstraites en lignes de couture. Ensemble, elles passèrent l'après-midi à essayer, ajuster, épingler, repenser. Camille n'avait jamais été coquette, mais elle sentait que chaque détail avait son importance. Non pas pour séduire,
mais pour imposer le silence là où le mépris parlait d'ordinaire si fort. Plus tard, en sortant de l'atelier, elle croisa son reflet dans une vitrine. Elle s'arrêta, pas pour se contempler, mais pour observer ce que le monde allait voir, une femme droite, au port assuré, au regard déterminé. Les traits étaient les mêmes, mais quelque chose avait changé, une tension dans les épaules, une présence qui refusait désormais de se fondre dans le décor. En remontant la rue, elle reçut un message d'Élodie, une phrase simple mais lourde de sens. « Tu ne fais pas ça pour leur prouver quelque chose, tu fais ça pour toi. » Camille ne répondit pas, mais elle sut que cette fois, elle n'allait pas se laisser détourner. L'événement n'était plus une humiliation annoncée, c'était devenu une scène qu'elle allait maîtriser, sans crier, sans jouer un rôle, juste en étant ce qu'elle avait toujours été, débarrassée du silence auquel on avait voulu la condamner. Dans les jours suivants, elle prit contact avec une amie d'Élodie, ancienne professeure d'étiquette reconvertie dans le coaching d'image. Une femme stricte, élégante, qui la fit marcher, parler, se tenir, comme si elle allait dîner à l'Élysée. Camille s'appliquait avec une concentration féroce, non pas pour se transformer, mais pour réveiller une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps laissée s'endormir. Chaque matin, elle retournait brièvement au travail, le temps de ne pas éveiller les soupçons. Elle faisait semblant de ne pas entendre les allusions de certains collègues, probablement informés de l'invitation. Elle répondait au regard avec le même effacement poli, mais en elle tout s'armait, non pas d'arrogance mais d'assurance. Le jour précédant la soirée, elle reçut un appel inattendu. Un styliste parisien, connu pour ses collaborations avec des maisons prestigieuses, avait entendu parler d'elle par Élodie. Il voulait lui prêter une paire de chaussures spécialement conçues pour compléter sa tenue. Elle accepta à condition qu'elle soit sobre, sans marque visible. Il rit. L'élégance, c'est ce qu'on ne voit pas. Quand elle raccrocha, Camille regarda son téléphone longuement. Jamais elle n'aurait imaginé, une semaine plus tôt, que ces mondes puissent se rouvrir à elle. Elle n'en attendait pas la gloire, ni même une validation. Mais elle sentait que quelque chose se redressait en elle, pas une revanche, une réappropriation. Et dans ce calme nouvellement conquis, une seule pensée restait claire, ferme, inaltérable. Elle n'allait pas fuir, pas cette fois. Camille ne dormait plus vraiment, non par angoisse, mais parce que chaque heure éveillée semblait nécessaire à la construction d'un nouveau territoire qu'elle ne pouvait pas se permettre d'abandonner. Son quotidien, jusque-là rythmé par des horaires figés, des gestes répétés, avait basculé dans une forme d'urgence tranquille. Rien ne devait être laissé au hasard. Tout devait s'articuler avec discrétion, précision et méthode. Elle savait que le moindre faux pas serait interprété non comme une erreur, mais comme une confirmation de ce que Paul Delattre attendait d'elle. Un échec spectaculaire, une tentative malhabile de se hisser à un niveau qui n'était pas le sien. Mais Camille n'avait pas l'intention de jouer un rôle. Elle ne voulait pas déguiser son passé, ni masquer son métier. Ce qu'elle préparait n'était pas une mascarade, c'était une reconquête. Son plan ne consistait pas à choquer, mais à déstabiliser sans fracas, en maîtrisant chaque regard, chaque mot, chaque geste. Le silence serait son plus grand allié. La première personne à qui elle fit appel, après Élodie et son ancien professeur, fut une amie qu'elle n'avait pas revue depuis ses premières années à Paris. Léa Bonnefoy, aujourd'hui maquilleuse professionnelle pour des plateaux de cinéma et de télévision. À l'époque de leur rencontre, Léa vivait dans un studio sous les combles, partageant avec Camille un paquet de pâtes par semaine. Elles avaient ri, pleuré, survécu ensemble. Puis la vie avait fait ce qu'elle fait toujours, séparer les gens sans drame, par inertie. Mais les souvenirs, eux, n'avaient pas disparu. Camille l'appela un soir d'une cabine téléphonique. Elle avait trop honte d'utiliser son propre téléphone, de peur que sa demande paraisse déplacée. Léa répondit aussitôt. Elle mit un moment à comprendre qui lui parlait, puis sa voix se réchauffa, s'anima, s'ouvrit. Camille raconta tout, en détail. Elle n'oublia rien, ni l'arrogance de Paul, ni les rires entendus à son sujet, ni l'invitation tendue comme un piège doré. À l'autre bout du fil, Léa resta silencieuse un long moment. Puis elle dit simplement « Où et quand tu veux ». Elles se retrouvèrent 2 jours plus tard dans un petit appartement du 18e arrondissement où Léa avait installé un coin de studio improvisé. Camille s'assit, raide, sur le tabouret. Elle n'était pas à l'aise. Le maquillage, les lumières, les pinceaux la replongeaient dans un monde qu'elle avait fui depuis longtemps. Mais très vite, Léa fit ce qu'elle savait faire mieux que personne,
parler sans juger. Elle glissait des anecdotes légères, des souvenirs de leur jeunesse entre deux retouches, entre deux couleurs. Lentement, Camille se détendit. Son visage, sans rien perdre de sa simplicité, retrouva un éclat. Léa n'ajoutait rien d'artificiel. Elle révélait ce qui avait toujours été là. « Ce n'est pas toi que je transforme », murmura-t-elle en appliquant une dernière touche, « c'est leur regard que je prépare. » Le plan avançait. Chaque pièce s'emboîtait sans bruit. Camille contacta ensuite un certain Julien Martel, ancien camarade de classe devenu photographe spécialisé dans les portraits d'auteurs. Par l'intermédiaire de M. Chassagne, elle obtint un rendez-vous discret. Elle voulait une photo, une seule, sobre, neutre, mais professionnelle. Quelque chose qui puisse illustrer un article, si jamais l'occasion se présentait. Julien la reçut dans un petit studio du Marais. Il comprit vite ce qu'elle cherchait. Il n'eut pas besoin de beaucoup de mots. La séance fut courte mais précise. Quand il lui montra le résultat, Camille resta sans voix. Elle ne se reconnaissait pas tout à fait. Et pourtant, cette femme, droite, calme, lumineuse, c'était elle. Pas une version rêvée, une version retrouvée. Pendant ce temps, Élodie travaillait sans relâche sur la tenue. Le choix s'était arrêté sur une robe bleu nuit, longue, aux lignes sobres et à la coupe épurée. Rien de clinquant, pas de paillettes, pas de bijoux voyants. Juste une matière noble, un tombé parfait, un dos légèrement ouvert. La robe disait tout sans dire un mot. Élégance, maîtrise, présence. Elle fut livrée quelques jours avant la soirée, accompagnée d'une paire de gants fins, d'une pochette en satin discret et d'un manteau long noir qui complétait l'ensemble sans l'alourdir. Camille s'entraînait chaque soir chez elle, à marcher, à parler, à se tenir. Elle relisait ses anciens textes, réécrivait certaines pages. Elle préparait un court discours, au cas improbable où elle aurait l'opportunité de parler. Rien d'accusateur, rien de dramatique, simplement quelques mots choisis, chargés de sens. Une présentation digne, calme, ferme. Elle savait que le pouvoir des mots résidait moins dans leur force que dans leur exactitude. Elle n'en parlait à personne dans son entourage de travail. Les autres agents de nettoyage la saluaient comme toujours, sans se douter de ce qui se préparait. Najat, la doyenne de l'équipe, lui lança un jour un regard plus insistant que d'habitude, comme si elle pressentait quelque chose, mais elle ne posa pas de questions. Camille, fidèle à sa nature, se contenta de sourire et de détourner les yeux. Le seul moment de faiblesse vint la veille de l'événement. Assise seule dans son appartement, le carton d'invitation posé sur la table, la robe suspendue sur la porte du placard, elle fut soudain prise d'un vertige. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Si elle s'apprêtait à entrer dans une salle pleine de regards, prêts à la réduire en poussière au moindre faux pas? Elle pensa à Paul, à ses ricanements, à son air satisfait. Elle sentit la peur monter, cette peur ancienne, celle d'être ramenée à sa condition, exposée, jugée. Mais au lieu de céder, elle sortit. Elle marcha longtemps, sans but, dans les rues de son quartier. Au détour d'une boulangerie, elle croisa une vieille dame qu'elle aidait parfois à porter ses courses. La femme, sans même remarquer l'agitation qui l'habitait, lui dit simplement « Vous avez toujours l'air digne, Camille, comme si rien ne pouvait vous atteindre. » Elle la remercia bouleversée, puis rentra. Cette phrase, banale en apparence, avait résonné plus fort que tous les discours. Camille comprit que la dignité ne dépendait pas du décor, ni du public. Elle était une manière d'exister, même quand personne ne regardait. Elle n'avait pas besoin d'être validée. Elle avait simplement besoin d'être prête. Et elle l'était. Le matin du gala, Paris s'éveilla dans une lumière pâle, étranglée par un ciel bas et chargé d'humidité. Camille était déjà debout depuis longtemps. Sa cuisine sentait le café noir, mais elle n'y avait pas touché. Elle avait aligné soigneusement sur la table chaque élément de sa préparation. La robe soigneusement pliée, la pochette en satin discret, les gants longs et lisses, le manteau noir encore sur cintre. Tout était prêt. Chaque pièce de ce puzzle silencieux, élaboré jour après jour, se tenait là, paisible, dans l'attente du moment décisif. Elle passa la matinée à réviser mentalement ses gestes, ses phrases, son attitude. Il ne s'agissait pas de réciter un rôle. Il s'agissait de se rappeler ce qu'elle était venue faire. Elle ne voulait pas détourner les regards par provocation, mais par présence. Ne pas être un objet d'étonnement, mais une énigme impossible à classer. Pas de démonstration, pas de confrontation. Seulement une réponse claire, offerte sans colère.
Avant midi, elle reçut un dernier appel d'Élodie qui confirma que tout avait été ajusté à la perfection. La robe, modifiée une ultime fois la veille, tombait maintenant avec une précision millimétrée. Les coutures, invisibles, suivaient les lignes de son corps avec une retenue élégante. Les chaussures prêtées par le créateur parisien étaient arrivées à l'atelier, sobres, en cuir noir mat avec une bride fine à la cheville. Aucun logo, aucun ornement, seulement le confort, la stabilité, la finesse. Camille prit le temps d'enfiler chaque élément comme un artisan assemble un mécanisme précieux. Il n'y avait pas d'excitation, pas d'effusion, juste une concentration méthodique. Son maquillage, appliqué elle-même selon les conseils de Léa, était minimal. Un teint unifié, un regard légèrement souligné, des lèvres nudes. Rien qui détourne, rien qui crie, tout en nuances. Devant le miroir, elle s'observa longuement. Ce n'était pas une métamorphose, c'était une réapparition. Elle n'était pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Elle revenait à elle-même, dans la pleine maîtrise de ce qu'elle avait toujours été. Elle comprit à ce moment-là que Paul, malgré toute son arrogance, n'avait pas anticipé cela. Il avait prévu une humiliation. Il avait espéré une tentative pathétique d'élévation sociale, quelque chose de maladroit à pointer du doigt. Il n'avait pas prévu qu'elle viendrait sans chercher à paraître, mais simplement à être. Elle s'apprêtait à appeler le chauffeur qui devait la récupérer lorsqu'un message arriva. Le styliste qui lui avait prêté les chaussures venait de lui écrire. Un contretemps, un souci de dernière minute, le véhicule prévu était immobilisé. Elle n'avait pas de solution immédiate, pas de plan B, pas de voiture de remplacement. L'événement avait lieu dans moins de 2 heures. Le trajet n'était pas long, mais il exigeait une ponctualité rigoureuse. Camille sentit pour la première fois une faille. Ce genre d'aléa, si banal dans une vie ordinaire, prenait soudain l'allure d'un sabotage. Chaque minute comptait. Chaque imprévu pouvait briser l'équilibre. Elle tenta de rester calme, appela 2 compagnies de taxi, toutes saturées. Les applications ne trouvaient aucun véhicule disponible dans l'immédiat. Un mélange d'urgence et de frustration monta dans sa gorge, serrant sa respiration. C'est alors qu'elle entendit frapper doucement à sa porte. Une silhouette familière apparut dans l'embrasure. Madame Langlois, sa voisine du palier, une retraitée discrète, toujours polie, toujours attentive. Elle la vit vêtue comme pour une sortie, son manteau boutonné jusqu'au cou, ses cheveux soigneusement attachés. « Camille, tu as l'air inquiète. Il y a un problème ?» Elle hésita, puis répondit honnêtement. Pas dans le détail, mais suffisamment pour que Madame Langlois comprenne. La vieille femme resta silencieuse quelques secondes. Puis elle fit un signe de tête, tourna les talons et revint quelques instants plus tard avec un trousseau de clés et un sourire discret. « J'ai une vieille Peugeot dans le garage. Elle n'est pas belle, elle fait un bruit affreux, mais elle roule. Tu as ton permis, non ?» Camille la regarda stupéfaite. Une part d'elle voulait refuser par politesse, mais une autre, plus lucide, comprit qu'il ne fallait pas perdre de temps à hésiter. Elle remercia la vieille dame avec une émotion contenue, descendit avec elle jusqu'au sous-sol et découvrit le véhicule. Une Peugeot 106 grise, cabossée, mais propre. Madame Langlois lui tendit les clés, comme on transmet un flambeau. « Sois toi-même, Camille. C'est la seule chose que les gens intelligents remarquent vraiment. » Le trajet jusqu'au palais Garnier fut lent, bruyant, mais sans encombre. Camille, au volant, gardait les yeux fixés sur la route avec une intensité nouvelle. Elle n'était pas agitée. Elle n'était pas nerveuse. Elle avançait vers l'événement comme on entre dans une salle d'examen, concentrée, préparée, prête à démontrer qu'elle méritait sa place. Arrivée à destination, elle gara la voiture dans une petite rue adjacente. Aucun voiturier ne l'attendait. Aucun tapis rouge pour la guider. Elle descendit avec soin, réajusta son manteau, prit sa pochette, referma doucement la portière, puis elle marcha, droite, jusqu'à l'entrée principale. Devant les portes du palais Garnier, une foule élégante se pressait. Robe longue, smoking, verre de champagne à la main. Le brouhaha des conversations s'élevait dans l'air froid. Des journalistes photographiaient les invités, cherchant les visages connus, les signatures mondaines. Lorsque Camille apparut, elle ne provoqua aucun murmure immédiat. Personne ne la reconnut. Personne ne fit de lien entre elle et l'uniforme gris qu'elle portait chaque matin dans les couloirs de Delattre & Associés. Et pourtant, quelque chose changea. Les conversations se firent plus rares sur son passage. Les regards se posaient, s'attardaient, tentaient de décrypter.
Elle remit son invitation à l'hôtesse à l'entrée. Celle-ci lut son nom, leva les yeux, hésita une seconde, puis la laissa entrer avec un sourire poli. Dans le hall monumental, les lustres éclatèrent de lumière, les dorures étincelaient sous les éclairages savamment placés. Camille avança, posément, sans chercher à se faire remarquer. Mais elle savait, elle sentait. L'effet avait commencé. Alors qu'elle montait les marches du palais Garnier, les yeux fixés droit devant, Camille sentait chaque détail de son corps s'aligner avec une précision qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Son port de tête, la fluidité de sa robe, la discrétion de ses pas, tout évoquait une présence qui ne demandait aucune autorisation. Elle ne voulait pas plaire, encore moins choquer. Elle voulait s'imposer sans un mot. Rien ne trahissait son origine modeste, ni ses années passées dans l'ombre. Elle n'était pas déguisée en bourgeoise, elle n'imitait pas une autre version d'elle-même. Elle s'était simplement rappelé qui elle était avant que le monde ne lui impose de se faire oublier. Mais ce calme apparent, forgé par des jours de préparation méticuleuse, allait être mis à l'épreuve plus vite qu'elle ne l'imaginait. À peine avait-elle pénétré dans le grand foyer que le premier imprévu surgit. Une jeune femme du service de communication interne de Delattre & Associés, que Camille avait déjà vue plusieurs fois sans jamais lui avoir adressé la parole, s'approcha d'elle avec un grand sourire intrigué. Elle la fixa quelques secondes sans rien dire, comme si son cerveau tentait de combler un vide entre deux visages. « Bonsoir, vous êtes… » Camille, sans se troubler, répondit simplement « Camille Lefebvre ». Un silence s'abattit entre elles. Les yeux de la jeune femme s'agrandirent légèrement. Pas de moquerie, pas encore, juste une forme d'hésitation. Elle semblait chercher dans sa mémoire un contexte qui lui échappait. « Vous êtes invité par la direction ?» Camille inclina légèrement la tête. « Mon invitation m'a été remise directement. » La jeune femme hocha la tête poliment, puis s'éloigna, visiblement troublée. Il ne fallut pas longtemps pour que la rumeur commence à se répandre doucement, comme une traînée de poudre silencieuse. Les regards se tournaient vers elle. Les chuchotements prenaient forme. Certains souriaient, d'autres froncèrent les sourcils. Personne ne comprenait tout à fait. Et c'était exactement ce que Camille avait anticipé. Mais l'imprévu ne s'arrêtait pas là. À l'autre bout de la salle, Paul Delattre faisait son entrée. Entouré de 2 investisseurs américains et d'un membre du conseil d'administration, il riait fort, sûr de lui, comme toujours. Il n'avait pas encore aperçu Camille. Mais d'autres, si. Des employés de l'entreprise, des secrétaires, des cadres intermédiaires, commençaient à murmurer entre eux. Les plus observateurs faisaient rapidement le lien entre cette femme immaculée et la silhouette discrète qui passait la serpillière tous les matins dans leur bureau. Camille sentait la pression monter, non dans son esprit, mais dans l'air même de la salle. Un climat chargé, presque électrique. Ce n'était pas la confrontation qu'elle redoutait. C'était l'instant précis où tout ce qu'elle avait préparé risquait de basculer dans l'anecdote, la moquerie, le ridicule. Une bourrasque d'humiliation pouvait encore s'abattre si elle perdait l'équilibre même un instant. Elle s'avança vers le centre du foyer, près de l'escalier principal. Un serveur proposa une coupe de champagne. Elle accepta sans trembler. Le cristal tiède entre ses doigts contrastait avec la fraîcheur de sa paume. Elle porta le verre à ses lèvres, sans boire. Elle savait que Paul finirait par la remarquer. Et il le fit. Son regard s'arrêta net. Ses yeux d'abord plissés, puis figés. L'espace d'un instant, il ne la reconnut pas. Il la vit d'abord comme les autres, une élégante silhouette inconnue, parfaitement à sa place. Puis, peu à peu, ses traits se contractèrent. Une prise de conscience lente, presque douloureuse. Camille vit l'arrogance quitter son visage par vagues. Il n'avait pas prévu ça, pas cette allure, pas cette assurance. Paul s'approcha lentement. Ses pas étaient plus lents que d'habitude, moins sûrs. Il ne souriait pas. Camille, elle, ne bougea pas. Elle le laissa venir à elle. « Bonsoir ». Elle répondit calmement. « Bonsoir, monsieur Delattre ». Il resta un instant muet. L'espace entre eux était chargé d'une tension que personne d'autre ne pouvait vraiment comprendre. Paul reprit, la voix légèrement plus grave. « Je dois avouer que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Pourtant, c'est vous qui m'avez invité, rétorqua-t-elle, la voix égale, sans défi. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Camille le regardait droit dans les yeux, sans arrogance, sans colère, juste avec une clarté impossible à ignorer. Autour d'eux, les conversations ralentissaient.
Les invités se rapprochaient imperceptiblement. Quelque chose se passait, et tous le sentaient. Une scène se jouait sans décor, sans musique, mais avec une intensité rare. « Je dois dire que vous êtes méconnaissable », dit-il enfin, dans un ton qu'il voulait neutre, mais qui trahissait une gêne certaine. « Je suis exactement la même personne que vous croisez depuis 3 ans, » répondit-elle. « Simplement, vous ne regardiez pas. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que toutes les phrases précédentes. Elle détourna alors doucement le regard, comme si la conversation était terminée. Elle ne s'éloigna pas. Elle se contenta de se tourner vers un autre invité qui venait d'approcher, un sourire poli aux lèvres. Camille lui répondit avec naturel. Paul, lui, resta immobile, soudain seul au milieu de la foule. Mais la soirée ne faisait que commencer. À peine quelques minutes plus tard, une femme élégante, carnet en main, s'approcha d'elle. Cheveux courts, lunettes fines, regard curieux. Camille la reconnut aussitôt. Clara Dupuis, journaliste pour un des magazines économiques les plus influents du pays. Elle avait couvert des profils de dirigeants, des portraits de femmes d'affaires, des analyses pointues sur les inégalités dans les grandes entreprises. Mademoiselle Lefebvre, Camille hocha la tête. Clara Dupuis, revue Équilibre. Puis-je vous poser quelques questions? Camille inspira profondément. Elle savait que ce moment pouvait venir. Elle l'avait préparé, pas dans les détails, mais dans l'intention. Elle hocha de nouveau la tête, avec plaisir. Et tandis qu'elle s'écartait légèrement du centre du foyer, sous les lustres monumentaux du palais Garnier, Camille comprit que la bascule venait de s'opérer. Elle n'était plus celle qu'on pointait du doigt. Elle devenait celle que l'on écoutait. Le silence qui s'installa dans le grand salon du palais Garnier n'eut rien de spectaculaire, mais il fut instantané. Ce n'était pas une interruption brutale, pas une réaction collective marquée par un événement sonore ou un éclat de voix. C'était un effacement progressif des conversations, une suspension subtile des gestes et des regards. On ne savait pas exactement pourquoi, ni à quel moment cela avait commencé, mais tous se turent. Camille venait d'entrer dans la grande salle de réception. Son allure n'avait rien d'ostentatoire. Elle ne portait aucun bijou scintillant, aucun tissu criard. Sa robe bleu nuit tombait avec une élégance dépouillée, révélant juste ce qu'il fallait de sa silhouette sans en abuser. Son visage, maquillé avec soin, n'avait rien d'extravagant. Son regard, en revanche, retenait l'attention. Il était calme, mais chargé d'une assurance que peu de femmes dans la pièce possédaient. Elle ne cherchait pas à dominer l'espace. Elle l'occupait sans effort. Les invités, pour la plupart, ne la reconnurent pas immédiatement. Ils virent d'abord une femme inconnue, peut-être une épouse d'investisseur, une artiste discrète, une consultante venue de l'étranger. Ils tentèrent de deviner, de cataloguer. Mais aucune hypothèse ne semblait coller. Elle n'était pas accompagnée. Elle n'adressait pas de saluts exagérés. Elle se contentait d'avancer, lentement, dans la pièce, un verre à la main, saluant les serveurs avec la même politesse réservée aux autres convives. Paul Delattre, qui discutait alors avec un partenaire japonais près du bar, tourna légèrement la tête. Son regard s'arrêta net sur Camille. Son visage, d'abord figé par l'incrédulité, se transforma en une mimique confuse, entre surprise et agacement. Il ne la reconnut pas tout de suite. Il vit d'abord une inconnue à l'allure parfaite. Puis, en scrutant de plus près, il comprit. Son sourire s'effaça. Il perdit le fil de sa conversation. Son interlocuteur, troublé par son absence soudaine d'attention, tenta de poursuivre, mais Paul ne répondait plus. Il fixait Camille, immobile. Elle venait de le regarder à son tour et lui avait adressé un sourire, léger, contenu mais indéniable. Un sourire qui n'avait rien de provocateur, un sourire de reconnaissance. Paul, pris de court, fit un pas en avant, comme poussé par une impulsion. Il contourna lentement quelques invités, prétextant des salutations pour se rapprocher d'elle. En s'approchant, il afficha une expression de neutralité polie, mais ses yeux, eux, trahissaient une nervosité inédite. Lui, l'homme habitué à dominer tous les échanges, à imposer sa présence dans chaque pièce, venait de perdre l'équilibre. Camille, elle, restait droite. Elle ne le fuyait pas, ne l'évitait pas, ne jouait pas l'indifférente. Elle l'attendait. « Bonsoir » dit-il en arrivant à sa hauteur, sa voix légèrement voilée. Elle répondit sur le même ton. « Bonsoir ». Il marqua une pause, scrutant son visage comme s'il cherchait à comprendre quelque chose d'invisible. « Je dois dire que vous êtes différente. »« Vous me voyez pour la première fois » répondit-elle.
Il voulut répliquer, mais rien ne lui vint immédiatement. Il cherchait à reprendre le contrôle, à renverser le rapport, mais il n'y avait aucun levier. Elle ne jouait pas à être supérieure. Elle n'était pas dans la revanche. Elle était juste là, dans toute sa présence, sans masque. Autour d'eux, les conversations reprenaient, mais à un rythme plus lent. Les regards se tournaient vers eux. Les employés de Delattre et Associés en particulier échangeaient des signes discrets, certains avec gêne, d'autres avec une curiosité presque coupable. Camille se pencha légèrement vers Paul, comme pour lui murmurer quelque chose, mais sans quitter son ton posé. « Je m'appelle Camille Lefebvre. J'ai nettoyé votre bureau pendant 3 ans. » Elle se redressa aussitôt, comme si la phrase n'avait été qu'une simple introduction. Mais les mots tombèrent dans l'esprit de Paul avec le poids d'une révélation. Il recula légèrement d'un pas, ses traits se contractant. « Vous... attendez. » Mais Camille ne lui laissa pas l'espace pour continuer. Elle tourna doucement les talons et s'éloigna. Elle ne fuyait pas. Elle passait simplement à autre chose. Derrière elle, Paul resta debout, seul au milieu de l'agitation. Les murmures montèrent d'un cran. Certains rires étouffés trahissaient le malaise général. Ce n'était pas un scandale, mais c'était un moment de bascule. Les masques, un instant, étaient tombés. Un homme s'approcha alors de Camille. Il portait un costume bleu foncé, sobre mais de coupe impeccable. Il tenait un carnet, un stylo. Il se présenta rapidement. Gilles Vernet, rédacteur en chef de la revue L'Initiative. Il avait vu la scène. Il avait reconnu quelque chose d'inhabituel, une tension différente de ce que l'on voit dans les soirées mondaines. Il avait suivi, observé, et maintenant il voulait comprendre. Camille, sans perdre son calme, lui proposa de marcher un peu. Ils s'éloignèrent vers une alcôve latérale, moins éclairée, plus intime. Là, elle lui raconta une partie de son histoire. Pas dans les détails les plus intimes, mais dans les faits essentiels. Son travail, son passé d'étudiante, son invitation inattendue, la découverte du projet humiliant. Elle parlait avec simplicité, sans colère, mais avec une lucidité désarmante. Gilles notait, fasciné. Il n'interrompait pas. Il savait qu'il tenait là un portrait rare, une femme qui refusait le récit classique de la revanche. Elle ne venait pas pour écraser, mais pour affirmer qu'elle existait, qu'elle avait toujours existé, et qu'on l'avait simplement ignorée. Lorsqu'ils terminèrent leur conversation, Gilles lui demanda s'il pouvait publier un portrait, avec son accord. Elle acquiesça, à condition qu'aucun mot ne soit ajouté pour exagérer ce qui s'était passé. Pas d'emphase, pas de drame fabriqué, juste les faits, juste ce qui avait été dit et ce qui avait été vu. Camille retourna ensuite dans la grande salle. Elle traversa l'espace avec la même grâce tranquille qu'à son arrivée. Les regards n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient pas admiratifs, ils étaient attentifs, précautionneux. Paul, de son côté, ne s'était toujours pas remis. Il tentait de rire à une blague racontée par un investisseur, mais sa voix sonnait faux. Il regardait Camille du coin de l'œil, incapable de détourner totalement le regard. Et au fond de la salle, sur une estrade discrète, la scène du discours d'ouverture attendait. Camille ne savait pas encore qu'elle y serait bientôt invitée. Mais elle était prête. Le murmure qui suivit la révélation de Camille résonna plus fort que n'importe quelle déclaration. Dans un espace aussi soigneusement chorégraphié que celui du Palais Garnier, où chaque sourire était calibré, chaque geste mesuré, sa simple phrase avait agi comme une fissure soudaine dans une façade de verre. « Je m'appelle Camille Lefebvre. J'ai nettoyé votre bureau pendant 3 ans. » Ces mots, prononcés sans élever la voix, sans la moindre emphase, avaient désarmé Paul Delattre. Il était resté figé, incapable de répondre, incapable même d'esquisser un sourire de façade. Autour de lui, les invités, qui avaient d'abord faim de ne pas écouter, s'étaient vite laissés gagner par la curiosité. Le nom de Camille se transmettait de bouche à oreille, accompagné d'expressions incrédules. Une femme de ménage? Ici? Habillée comme ça? Invitée par la direction? Tout le monde cherchait une explication cohérente, mais il n'y en avait pas. Pas selon les logiques habituelles du pouvoir et des apparences. Paul, visiblement déstabilisé, tenta de reprendre contenance. Il rejoignit un petit groupe près du buffet, feignant l'indifférence. Mais ses gestes trahissaient son agitation. Il se servit un verre sans regarder ce qu'il faisait, renversa quelques gouttes sur la nappe. L'un des partenaires, un homme corpulent au rire tonitruant, lui lança une remarque amusée sur la mystérieuse beauté qui circulait parmi eux. Paul ne répondit pas.
Il se contenta d'un hochement de tête sec, comme si chaque mot était devenu un effort. Pendant ce temps, Camille continuait à circuler dans la salle sans chercher à se cacher ni à se mettre en avant. Plusieurs convives l'abordèrent, certains avec un intérêt sincère, d'autres avec cette condescendance subtile des puissants qui croient encore pouvoir contrôler le récit. Mais Camille ne tombait dans aucun piège. Elle répondait avec justesse, sans dévoiler plus que nécessaire. Elle ne cherchait pas à raconter son histoire, mais elle ne la fuyait pas non plus. Puis, sans qu'elle ne l'ait prévu, une femme blonde en tailleur clair s'approcha d'elle avec un sourire professionnel. Elle tenait un bloc-notes fin, une carte de presse glissée discrètement à l'intérieur. Elle se présenta comme Amandine Rousseau, journaliste pour le Courrier financier, un média spécialisé dans les trajectoires de dirigeants et les récits d'entreprise. « On parle beaucoup de vous ce soir », lança-t-elle d'un ton neutre. Camille ne sourcilla pas. Elle répondit simplement « Je me doute ». La journaliste poursuivit, curieuse mais respectueuse. Vous n'êtes pas sur la liste des invités habituels de ce genre d'événement, et pourtant vous avez attiré toute l'attention. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Camille regarda autour d'elle. Elle vit Paul à distance qui les observait discrètement. Puis elle répondit d'un ton posé. « Je n'ai pas été invitée pour ce que je représente, mais pour ce que je n'étais pas censée être. » Vous pourriez préciser ? Une femme silencieuse, qu'on pensait ne jamais voir sortir de l'ombre. On a cru que je serais la note comique d'un dîner de gala. Je suis venue comme je suis, et soudain, ça dérange. Amandine Rousseau prit note, visiblement surprise par la clarté du propos. Elle ne s'attendait pas à une réaction aussi posée, aussi maîtrisée. Elle proposa de fixer un rendez-vous pour une interview plus approfondie. Camille accepta, mais posa une condition. Aucun article ne sera publié sans que je le lise avant. Je ne veux pas être transformée en symbole. La journaliste acquiesça. Elle avait compris que Camille ne se laisserait pas utiliser, même pour un récit flatteur. Un peu plus tard, alors que Camille se tenait près d'une colonne de marbre, observant la salle avec distance, une silhouette s'approcha à nouveau. C'était Paul, mais cette fois, il était seul. Son visage avait perdu l'assurance des premières heures. Il avait le regard d'un homme qui cherchait à reprendre pied. « Je suppose que vous avez eu votre moment », dit-il d'un ton à peine sarcastique. Camille se tourna vers lui, le regard calme. « Ce n'est pas un moment, c'est une existence que vous avez choisi d'ignorer. » Il se frotta le front, comme pour chasser une gêne physique. « Écoutez, je ne vais pas prétendre que tout cela était une bonne idée. C'était peut-être un pari de mauvais goût, d'accord, mais vous en avez tiré bien plus que prévu, non ?» Elle le fixa un instant. Il espérait peut-être qu'elle cède à une forme de reconnaissance, qu'elle admette qu'au fond, il lui avait rendu service. Elle ne tomba pas dans le piège. « Vous voulez me faire croire que j'ai été revalorisé par votre mépris ? C'est votre lecture du monde, Paul, pas la mienne. » Il tenta un dernier sourire, mais il était vide, mécanique. « Vous savez, vous êtes plus redoutable que certains de mes associés. » Camille s'approcha de lui d'un pas, non pour l'intimider, mais pour que ses mots lui parviennent sans détour. « Je ne suis pas venu pour vous humilier. Je suis venu parce que vous avez essayé de m'effacer. Et ce soir, j'ai simplement refusé. » Elle s'éloigna sans attendre de réponse. Cette fois, elle sentait que la discussion était close. Paul ne tenterait plus de reprendre la main. Il avait perdu cette partie sans même comprendre qu'il s'agissait d'un affrontement. Dans les minutes qui suivirent, Camille fut invitée à rejoindre une table prestigieuse aux côtés d'un éditeur littéraire reconnu, d'une professeure de sociologie et d'une entrepreneuse célèbre dans le secteur des nouvelles technologies. Tous avaient entendu parler d'elle au cours de la soirée. Pas comme d'un sujet de moquerie, mais comme d'un mystère intelligent, une figure dont la présence avait bouleversé les codes. Elle échangea avec chacun, avec humilité mais fermeté. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle comptait faire à présent, elle répondit avec une lucidité désarmante. « Reprendre mes études, écrire et aider d'autres femmes à ne pas croire qu'elles doivent se taire pour être acceptées. » Et ainsi, sans lever de voix, sans coup d'éclat, Camille changeait déjà la trajectoire d'un récit qui, au départ, avait été pensé pour l'humilier. Lorsque Camille reprit place à sa table, après l'échange tendu avec Paul, la salle semblait avoir changé de densité. Ce n'était pas une illusion. Les regards avaient perdu leur tonalité hésitante. Certains même affichaient une forme de respect prudent, celui que l'on réserve aux individus dont la posture trouble les habitudes. Elle n'était plus perçue comme une curiosité venue perturber l'ordre d'une soirée mondaine. Elle était, à présent, un sujet de conversation,
un centre d'intérêt inattendu que personne n'avait vu venir, mais que personne n'osait désormais ignorer. Le journaliste Gilles Vernet, avec qui elle avait déjà échangé quelques mots plus tôt, la rejoignit à nouveau. Il n'était plus seul. À ses côtés, une femme d'une 50aine d'années, lunettes fines et cheveux gris relevés, la salua avec une poignée de main ferme. Elle se présenta comme Hélène Marceau, éditrice aux éditions Raison Claire, une maison réputée pour ses essais sociaux et ses publications féministes contemporaines. Votre démarche ce soir, mademoiselle Lefebvre, a de quoi inspirer bien au-delà de cette salle, déclara-t-elle sans détour. Camille répondit par un regard franc. Elle ne cherchait pas à plaire et elle le savait. Ce qu'elle construisait n'était pas un personnage, c'était une posture assumée, sans compromis. « Je ne suis pas venue avec l'intention d'inspirer, » dit-elle. « Je suis venue parce que je refusais qu'on décide pour moi qui j'ai le droit d'être. » Ces mots, notés avec précision par Gilles, firent écho à la proposition immédiate de Hélène, une publication. Pas une biographie enjolivée. Un récit personnel, un témoignage ancré dans la réalité du travail invisible, des humiliations silencieuses, des élans intellectuels étouffés par la nécessité. Camille écouta sans s'engager tout de suite. Elle voulait garder le contrôle, ne pas se laisser happer par des discours séduisants. Mais au fond d'elle, quelque chose avait déjà accepté. L'idée de reprendre la plume, de renouer avec cette part d'elle-même longtemps éteinte, était devenue une évidence. Autour d'elle, la soirée avançait. Les discours officiels avaient été expédiés, relégués à l'arrière-plan par la présence de cet invité inattendu. Même les dirigeants les plus influents observaient, parfois de loin, cette femme dont tout le monde parlait et que peu avaient reconnue. Le malaise flottait encore chez certains, en particulier ceux qui, comme Paul, avaient encouragé, ou du moins toléré, le projet initial de la ridiculiser. Mais Camille ne cherchait ni à les pointer du doigt, ni à provoquer une vengeance théâtrale. Elle avait compris qu'il existait une autre forme de pouvoir, celui d'être inattaquable par la simple cohérence de son attitude. Elle n'avait rien exagéré, elle n'avait pas haussé la voix, elle avait tout dit, tout montré par sa présence seule. Plus tard, alors que la salle se vidait lentement, une autre invitation inattendue lui fut faite. Une des organisatrices de l'événement, chargée de la programmation d'un cycle de conférences sur les parcours atypiques et l'impact social dans les entreprises, l'approcha timidement. « Nous préparons un panel pour le mois prochain, sur les invisibles du monde du travail. Ce que vous avez fait ce soir, ça mérite d'être entendu. Accepteriez-vous d'intervenir » Camille n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. Elle répondit que oui. Pas pour raconter une revanche, pas pour rejouer un affrontement, mais pour dire ce que personne ne voulait vraiment entendre, que les structures de pouvoir méprisent l'invisible non pas par méchanceté, mais par habitude. Et que la seule façon de briser ce cycle, c'était de refuser l'effacement, de refuser de se faire toute petite, non pas en criant, mais en restant debout, même sans tribune. Pendant ce temps, Paul Delattre était toujours dans la salle. Il n'avait pas quitté les lieux. Assis seul à une table en retrait, il observait les mouvements, écoutait les bribes de conversation où le nom de Camille revenait sans cesse. Il n'était plus l'animateur de la soirée. Il en était devenu un figurant silencieux. La dynamique qu'il avait voulu créer s'était retournée sans éclat, sans que personne ne le ridiculise. Mais les faits étaient bien là. Il n'était plus au centre. Un photographe de presse s'approcha de Camille, lui demandant une photo officielle. Elle accepta mais posa une condition, qu'il n'y ait pas de mise en scène. Une photo debout, simple, sans accessoires. Elle se tint droite, les bras le long du corps, le regard posé vers l'objectif, sans sourire exagéré, sans pose affectée. L'image capturée ce soir-là serait celle qui accompagnerait bientôt l'article de la revue Équilibre, titré sobrement « Camille Lefebvre, l'élégance du refus ». La soirée touchait à sa fin. Les derniers invités regagnaient leur voiture, certains avec hâte, d'autres en discutant encore. Camille resta quelques instants dans le hall d'entrée, observant les dorures, les colonnes, les vitraux illuminés. Elle ne ressentait ni triomphe, ni soulagement. Juste une forme de clarté. Elle n'avait pas mis fin à un cycle. Elle avait ouvert une brèche. Une voiture l'attendait dehors. Ce n'était pas un taxi de luxe, ni une berline noire avec chauffeur. C'était la vieille Peugeot de Madame Langlois, fidèle et discrète. Camille l'aperçut, garée un peu plus loin, et sourit légèrement. Ce détail résumait à lui seul ce qu'elle avait vécu. Une entrée silencieuse, une affirmation sobre,
et une sortie digne. Sur le chemin du retour, elle ne pensa pas à Paul. Elle ne pensa même pas à la journaliste, ni à l'éditeur, ni au projecteur momentané. Elle pensa à la première fois où elle avait pris ce balai, la main tremblante, honteuse de devoir renoncer à ses études. Elle pensa à tous les matins où elle s'était tue devant des remarques humiliantes. Et elle pensa à cette version d'elle-même qu'elle avait cru perdue, mais qui n'avait jamais cessé d'exister, juste en attente du bon moment. Ce soir-là, la revanche de Camille Lefebvre n'avait pas été une revanche contre quelqu'un. Elle avait été un retour vers soi. Alors que la majorité des invités quittaient peu à peu le palais Garnier, portés par une soirée dont le souvenir serait, pour certains, aussi éphémère que la coupe de champagne qu'ils avaient tenue, Camille Lefebvre, elle, demeurait une silhouette stable, au milieu de la dispersion. Son calme inébranlable, sa posture droite, son silence parfaitement assumé, avaient laissé une empreinte qui, paradoxalement, avait fait plus de bruit que les discours des orateurs officiels. Ce n'était pas une question de charisme spectaculaire ou d'attitude provocatrice. C'était une question de cohérence. 1 heure plus tôt, elle avait reçu des propositions concrètes, une publication potentielle avec une maison d'édition sérieuse, une invitation à intervenir dans une conférence nationale et 2 cartes de visite de journalistes qui souhaitaient continuer la conversation. Ces sollicitations n'étaient pas des gestes de charité. Elles étaient le signe que son message, ou du moins sa posture, avait touché un point de rupture dans cette soirée trop bien réglée. Mais c'est lorsque Camille fut invitée, contre toute attente, à s'approcher de la scène latérale dressée pour les annonces de clôture que la soirée bascula dans une toute autre dimension. L'organisatrice principale, une femme au tailleur sombre et au regard perçant, avait consulté discrètement quelques membres du comité et proposé que Camille prenne la parole. Rien d'improvisé, juste un court mot, un témoignage bref pour souligner l'ouverture sociale que la société Delattre & Associés voulait symboliquement mettre en avant. Camille comprit immédiatement la mécanique. On voulait s'approprier son apparition, la tourner à l'avantage de l'entreprise, en faire un exemple d'inclusion, un prétexte à discours bien pensant. Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu dénoncer la manipulation. Mais elle vit là une opportunité bien plus fine, celle de reprendre la parole non pas en réaction, mais en affirmation. Elle accepta. On lui remit un micro, on la guida jusqu'à la petite scène, non loin de la grande salle, là où les derniers invités se pressaient encore, curieux. Le brouhaha diminua, les regards se tournèrent, quelques murmures, des sourcils froncés, puis le silence. Camille se tint au centre, sans papier, sans notes. Elle prit quelques secondes, observa l'audience et parla. « Bonsoir, je m'appelle Camille Lefebvre. Il y a encore 1 semaine, je passais ici inaperçu. Je nettoyais des bureaux, j'effaçais des traces de doigts, je remettais en ordre des espaces que d'autres considéraient comme leur territoire. Ce soir, on m'a invité à dire quelques mots. Non pas parce que mon travail a changé, mais parce que vous m'avez enfin regardé. » Elle marqua une pause. Personne ne bougeait. Pas même Paul qui, de loin, l'écoutait, immobile. J'ai longtemps cru que pour être entendu, il fallait monter. Monter en grade, en statut, en apparence. J'ai cru qu'il fallait renoncer à ce qu'on est pour espérer exister autrement. Ce soir, je me rends compte que ce n'est pas la hauteur qui compte, mais la manière de tenir debout. Elle ne souriait pas. Elle parlait avec la même voix posée, presque douce, mais d'une intensité qui ne laissait aucune place à la condescendance. Je n'ai pas de leçon à donner. Je n'ai pas de revanche à prendre. Mais je sais une chose. Tant que des femmes comme moi devront se déguiser pour être considérées, alors ce n'est pas nous qui avons à changer. Un court silence s'ensuivit. Puis quelques applaudissements éclatèrent. Pas timides, mais respectueux. Pas orchestrés, mais sincères. Camille inclina légèrement la tête et quitta la scène. Elle ne resta pas pour recevoir les félicitations. Elle n'avait rien à célébrer. Ce n'était pas une victoire, mais une restitution. La soirée reprit son cours, mais quelque chose avait changé. Même ceux qui n'avaient pas compris tous les enjeux de la scène venaient de sentir une rupture. Paul, de son côté, restait figé. Il avait assisté, impuissant, à la transformation d'un jeu cruel en moment de vérité. Il s'approcha du buffet, prit un verre, mais ne le porta pas à ses lèvres. Il regardait autour de lui, comme s'il cherchait à comprendre comment une simple erreur stratégique avait pu se transformer en effondrement silencieux de son autorité. De son côté, Camille rejoignit une table proche de la sortie. Un groupe s'y était formé spontanément autour d'elle,
Des artistes, des jeunes diplômés, une sociologue, un photographe. Tous voulaient l'écouter, non pour la flatter, mais pour comprendre. Elle leur parla de son parcours, sans enjoliver, de son diplôme jamais terminé, de son frère qu'elle avait élevé seule, des journées entières passées dans l'ombre des gratte-ciel. Elle évoqua les silences accumulés, les humiliations tolérées, les rêves suspendus, et chacun, en l'écoutant, comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle, il s'agissait d'un système entier. Au cours de cette discussion, l'éditeur qu'elle avait rencontré plus tôt la rejoignit et, sans détour, lui proposa une avance pour commencer à travailler sur un manuscrit. Il lui expliqua qu'il ne cherchait pas un récit larmoyant, mais un texte structuré, argumenté, capable de devenir une référence dans les débats sur le travail invisible et la dignité silencieuse. Camille, cette fois, accepta. Non pour l'argent, non pour la reconnaissance, mais parce qu'elle savait qu'elle avait quelque chose à dire et qu'on était prêt à l'écouter. Quand la nuit fut bien avancée, elle remercia ceux qui l'avaient soutenue, refusa poliment les dernières invitations à d'autres événements et quitta la salle. Dans l'entrée, elle croisa Paul une dernière fois. Il s'approcha, visiblement hésitant. Camille, elle le regarda. Il allait parler, peut-être s'excuser, peut-être tenter de sauver les apparences. Mais elle le devança. « Vous avez eu l'idée de m'inviter pour me faire taire à votre façon. Vous m'avez juste rappelé pourquoi il était temps de parler. » Et elle sortit, laissant derrière elle non pas un scandale, mais un changement. Les murs du pouvoir n'avaient pas tremblé, mais une brèche nette s'y était dessinée, une brèche qui ne se refermerait pas. 3 jours après la soirée du Palais Garnier, les bureaux de Delattre & Associés avaient retrouvé leur routine glaciale. Les couloirs baignés de lumière artificielle, les portes en verre parfaitement propres, les secrétaires aux tailleurs stricts, les employés absorbés par leurs écrans, tout semblait identique. Pourtant, quelque chose avait changé. Une tension flottait dans l'air, subtile mais persistante. Personne n'osait vraiment prononcer le nom de Camille Lefèvre à voix haute, mais chacun y pensait. Son apparition inattendue, sa tenue irréprochable, son discours bref et incisif, tout avait laissé une trace. Et surtout, son départ avait désarmé toutes les interprétations faciles. Au 8e étage, Paul Delattre feignait la normalité. Il enchaînait les réunions, tentait d'afficher son autorité habituelle, parlait fort, lançait des directives comme à son habitude. Mais son visage trahissait la crispation. Il n'avait jamais été doué pour encaisser une perte de contrôle. Et cette fois, il ne contrôlait plus rien. Les rumeurs internes se multipliaient. Certains collaborateurs évitaient désormais de le regarder dans les yeux, d'autres échangeaient des regards entendus dès qu'il passait. Ce matin-là, une convocation inhabituelle arriva à la réception. Camille Lefèvre était attendue au bureau du président. La nouvelle se répandit plus vite qu'elle n'aurait dû. Personne ne comprenait ce retour. Était-ce une sanction, une réparation, un règlement de compte? Les suppositions allaient bon train. En réalité, Camille avait été appelée par Paul lui-même. Il avait demandé à la recevoir en privé. Elle n'avait pas répondu immédiatement, mais avait finalement accepté. Elle arriva à l'heure exacte. Pas une minute de trop, pas une minute d'avance. Habillée sobrement, sans artifice, elle franchit les mêmes portes qu'elle avait nettoyées des centaines de fois. Mais cette fois, elle ne portait ni gants, ni seau, ni uniforme. Elle marchait avec la même démarche calme, mais son regard ne fuyait plus. Les quelques employés qu'elle croisa détournèrent les yeux, comme s'ils ne savaient pas comment l'aborder. Elle n'attendait rien d'eux. Paul l'attendait dans son bureau, seul. Il se leva quand elle entra, tenta un sourire convenu, mais il n'y avait plus de jeu à tenir. Il lui désigna un fauteuil. Elle s'assit, droite, les mains posées sur ses genoux. « Merci d'être venue, dit-il. Elle hocha la tête mais ne répondit pas. Il inspira profondément, appuya ses avant-bras sur le bureau, les doigts entrelacés. « Je suppose que je vous dois des excuses. » Elle le regarda sans broncher. Il poursuivit, hésitant. « Ce qui s'est passé, ce n'était pas personnel. Ce n'était pas censé aller aussi loin. C'était une provocation, un geste, maladroit. Mais je vois bien que ça vous a touché. Et je le regrette. » Camille se redressa légèrement. Elle répondit d'une voix posée. Ce n'était pas une maladresse, c'était une stratégie, une manière d'exister aux dépens d'une autre. Paul tenta de se justifier, mais elle l'arrêta d'un geste doux, sans agressivité. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour me soulager.
Vous le faites parce que vous sentez que cela vous arrange. Je n'ai rien demandé. » Il baissa brièvement les yeux. Elle reprit. « Ce n'est pas l'humiliation qui m'a blessé. C'est votre certitude que j'allais l'accepter. » Un silence lourd s'installa. Paul savait qu'il n'avait plus de pouvoir sur elle. Il avait voulu jouer avec les symboles et il s'était piégé lui-même. « Et maintenant ?» demanda-t-il, visiblement nerveux. « Vous comptez revenir? Vous souhaitez un autre poste? Une aide quelconque? Une recommandation ?» Camille sourit, mais sans ironie. « Je ne veux rien de vous. Je suis venu parce que je pensais que vous deviez entendre ces mots. » Elle sortit de son sac une enveloppe qu'elle posa sur le bureau. Paul la regarda sans comprendre. « C'est une copie de la bourse que j'ai reçue. Une fondation universitaire à Lyon me finance pour terminer mon diplôme. Et un éditeur m'a proposé un contrat pour raconter ce que j'ai vécu. Pas pour dénoncer un homme, pour parler d'un système. » Paul garda le silence. Il n'avait plus rien à offrir qui ait du poids. « Vous savez, » ajouta-t-elle, « ce n'est pas la honte qui m'a poussé à changer. C'est le souvenir de ce que j'étais avant de vous croiser. Ce que vous avez essayé d'éteindre chez moi, je l'avais déjà. Vous n'avez fait que le réveiller. » Elle se leva. Paul resta assis. Il tenta une dernière question, presque une supplique. « Et vous ne reviendrez plus ici ?» Elle répondit simplement « Non, je n'ai plus de place dans cet immeuble. » Puis elle sortit. En quittant le bâtiment, elle descendit les escaliers de service qu'elle connaissait par cœur. En bas, elle croisa 2 agents d'entretien qui la reconnurent. Elles lui adressèrent un regard admiratif mais discret. Camille leur sourit, leur glissa quelques mots d'encouragement et continua son chemin. En sortant dans la rue, un détail l'arrêta net. Devant le bâtiment, un jeune homme lisait un article sur son téléphone. Le titre s'affichait en lettres claires. Elle s'appelait Camille et elle a fait trembler les certitudes. En dessous, une photo d'elle, celle prise au gala, droite, regard franc, robe sombre. Il ne la reconnut pas immédiatement, mais elle vit dans cette image non une revanche, mais un reflet fidèle. Elle inspira profondément, puis reprit sa marche. Pour la première fois depuis des années, elle avançait sans fardeau. Après avoir définitivement tourné le dos au bâtiment de Delattre & Associés, Camille Lefebvre ne fit aucune déclaration publique, ne publia aucun post, ne répondit à aucun journaliste. Elle ne chercha pas à exploiter son passage remarqué au gala, ni à prolonger la curiosité médiatique qui en découla brièvement. Elle avait été vue, entendue, et surtout, elle avait dit ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas un début de carrière, mais la fin d'un cycle. Ce qu'elle désirait maintenant, c'était reconstruire, non dans la lumière, mais dans la continuité. Elle quitta Paris 1 mois plus tard, après avoir organisé son départ avec une précision silencieuse. Pas de grand déménagement, pas de photos d'adieu. Elle rangea ses livres, empaqueta quelques objets utiles, laissa derrière elle le strict minimum. Ce qu'elle emportait, c'était un projet clair, reprendre ses études de lettres à l'Université de Lyon, grâce à la bourse qu'elle avait obtenue. Le contrat avec la maison d'édition Raison Claire, quant à lui, avait été signé dans un café modeste du 10e arrondissement, en dehors des circuits habituels. Le directeur éditorial avait respecté sa demande. Aucun battage, aucun article, avant que le manuscrit ne soit livré. Camille s'installa dans un petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, sobre, lumineux, où chaque meuble avait une fonction claire. Elle recommença à étudier avec la rigueur d'une femme qui sait ce qu'elle veut, mais sans obsession. Elle ne cherchait pas la reconnaissance académique. Elle voulait comprendre, structurer, écrire. Ses journées étaient partagées entre les cours à la faculté, les heures de lecture dans la bibliothèque municipale et les premières pages de ce qui allait devenir son livre. Elle refusa plusieurs invitations à des plateaux télé, à des conférences de grande envergure, à des débats prétendument engagés. Elle ne voulait pas devenir un emblème. Elle voulait rester une personne, avec des idées précises, une pensée en construction, et surtout, la liberté de se redéfinir sans qu'on colle sur elle l'étiquette de femme de ménage devenue auteur. Cette narration facile, elle la rejetait. Elle n'était pas devenue quelque chose, elle l'avait toujours été. Le livre avançait lentement. Camille écrivait sans chercher les faits. Chaque chapitre racontait un pan de sa vie, non pour susciter la compassion, mais pour démonter un système de rapports hiérarchiques figé sur l'apparence et l'origine sociale. Elle décrivait les couloirs silencieux du pouvoir, les gestes invisibles du personnel de nettoyage, les commentaires non assumés mais profondément violents. Elle ne nommait personne, mais chaque scène
portait la force du vécu. En parallèle, elle commença à s'investir dans une petite association locale qui aidait les femmes en situation de précarité à retrouver confiance en elles, à structurer un projet, à reprendre des études ou à créer une activité. Elle n'y venait pas en tant qu'exemple. Elle écoutait, elle conseillait parfois, mais surtout, elle permettait à d'autres voix de se construire. Son nom apparaissait parfois dans la presse, mais toujours de manière brève, à l'intérieur d'articles sur la transformation des dynamiques professionnelles ou les parcours de résilience. Elle n'accordait plus d'interviews, elle répondait par mail, parfois avec clarté, mais toujours dans le refus du sensationnel. Elle avait compris que le pouvoir réel résidait dans la constance. À la faculté, certains professeurs la connaissaient de réputation, mais ils n'en faisaient pas un sujet. Elle était traitée comme une étudiante parmi les autres. Cela lui convenait. Elle voulait travailler, débattre, lire, apprendre, sans regard biaisé. Certains camarades plus jeunes la regardaient avec une curiosité respectueuse. D'autres, ne la connaissant pas du tout, se contentaient de partager les bancs avec elle, comme avec n'importe quelle autre étudiante adulte en reprise d'études. Elle entretenait des contacts réguliers avec Élodie, Léa et quelques autres personnes qui avaient participé à son plan initial. Mais les échanges étaient désormais détachés de l'événement du gala. Ils parlaient de projets, de livres, de la fatigue des villes, des décisions de vie à prendre. Il n'y avait plus de place pour la revanche, il n'y avait plus de rancune non plus. Ce qu'elle avait vécu faisait partie de son histoire, mais ne la définissait plus. Un jour, elle croisa par hasard, dans une librairie indépendante, un exemplaire du magazine Équilibre, dans lequel figurait encore son portrait. Elle le feuilleta sans l'acheter. Les mots étaient fidèles, respectueux, mais elle sentit qu'ils appartenaient déjà au passé. Elle reposa le numéro, salua la libraire et reprit sa route. Son manuscrit, lorsqu'il fut terminé, ne portait pas son nom en couverture. Elle choisit un pseudonyme simple. Ce choix fut respecté par l'éditeur. Il ne s'agissait pas d'anonymat, il s'agissait de préserver l'essence du propos, un texte sur les structures, pas sur une héroïne. Les premiers retours furent sobres, mais sérieux. Certains critiques saluèrent la finesse de l'analyse, la beauté discrète du style. D'autres, moins convaincus, le trouvèrent trop retenu, pas assez percutant. Camille n'en prit pas ombrage. Elle n'écrivait pas pour convaincre tout le monde. Elle écrivait parce que c'était la seule manière pour elle de rendre intelligible ce qu'elle avait traversé. Et pendant ce temps, à Paris, le nom de Paul Delattre revenait régulièrement dans les discussions internes de l'entreprise. Des désaccords de gestion, des critiques sur son manque de sens humain, des tensions grandissantes. Il avait tenté de redorer son image avec des actions symboliques, mais rien n'y faisait. Le malaise persistant, né ce fameux soir, ne s'effaçait pas. Camille, de son côté, avançait. Loin des regards, des projecteurs, des agendas cachés. Elle n'avait pas besoin qu'on se souvienne d'elle. Elle voulait seulement que plus personne n'oublie qu'elle avait existé. Le printemps était revenu à Lyon, avec une douceur timide. Les arbres du parc de la Tête d'Or retrouvèrent leurs feuilles. Les bancs se remplissaient d'étudiants, de retraités, de lecteurs solitaires. Camille s'y rendait parfois après ses cours, carnet en main, profitant de cette lumière pâle qui enveloppait les fins d'après-midi. Elle continuait d'écrire, non plus pour un éditeur, mais pour elle. Des réflexions, des fragments, des dialogues. Ce n'était pas un nouveau livre, c'était un retour à l'écriture libre, sans obligation, sans attente. Sa vie était désormais ancrée dans une stabilité modeste mais solide. Loin de l'agitation parisienne, elle cultivait une forme de discrétion apaisée. Le bruit autour de son nom s'était éteint et cela lui convenait. Elle avait terminé son semestre avec d'excellents résultats, s'était inscrite à un programme de recherche pour l'année suivante et avait entamé des démarches pour lancer un petit atelier d'écriture destiné aux femmes issues de milieux populaires. Son engagement associatif se poursuivait, toujours dans cette logique du concret. Elle accompagnait 2 femmes dans leur parcours de reprise d'études, les aidait à rédiger des lettres de motivation, à structurer leur candidature, à reformuler leur expérience en compétences. Elle leur transmettait ce que personne ne lui avait transmis quand elle en avait eu besoin, la conviction que la légitimité n'est pas un cadeau qu'on reçoit, mais une posture qu'on décide d'adopter. Un samedi matin, alors qu'elle triait son courrier, elle trouva parmi les factures et les publicités une enveloppe manuscrite, sans logo, au papier légèrement jauni. L'écriture était tremblante, mais lisible.
Elle ne reconnut pas le nom immédiatement. Elle l'ouvrit en silence. La lettre était brève, maladroite, mais sincère. « Je m'appelle Émilie, je suis en terminale. J'ai lu un article sur vous dans un vieux numéro de l'initiative que ma sœur avait gardé. Je ne savais pas que quelqu'un comme vous pouvait exister. Quelqu'un qui n'a pas eu toutes les chances au départ, mais qui a quand même refusé de se taire. Je voulais abandonner mes études. On me dit souvent que je ne suis pas faite pour les grandes choses. Mais vous m'avez donné envie de continuer. Je voulais vous dire merci. Vous m'avez donné du courage. Je ne me cacherai plus. » Camille relut la lettre plusieurs fois. Ce n'était pas une déclaration d'admiration. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était un reflet. Une voix inconnue à des kilomètres dans une autre vie qui lui renvoyait l'impact silencieux de ce qu'elle avait décidé de faire ce soir-là, au gala, sans savoir ce que cela provoquerait. Elle rangea la lettre dans son tiroir entre deux carnets. Ce n'était pas un trophée, c'était une trace. La confirmation que les gestes faits sans bruit pouvaient parfois toucher plus loin que les cris. Quelques jours plus tard, elle fut invitée par la direction de son université à intervenir lors d'une journée dédiée aux parcours atypiques. On lui proposa un créneau de 10 minutes, sans obligation. Elle hésita. Ce n'était plus le moment des discours. Mais elle accepta, à condition de pouvoir parler à des étudiants, pas à un parterre de décideurs. Dans l'amphithéâtre, elle raconta simplement comment elle avait appris à faire de son silence une force. Comment elle avait un jour choisi de ne plus se plier à ce qu'on attendait d'elle. Elle ne nomma ni entreprise ni responsable. Elle ne parla pas de vengeance ni de courage. Elle parla de lucidité, de l'importance de ne pas confondre sa place avec la perception que les autres ont de vous. Les applaudissements furent sobres, mais sincères. À la fin, une étudiante s'approcha d'elle pour lui dire « Vous m'avez permis de ne plus avoir honte de ce que mes parents font. Merci. » Camille rentra chez elle, prit une douche, fit du thé. Le calme retrouvé avait la saveur d'une liberté acquise, non offerte. Elle s'installa à son bureau, rouvrit le fichier de son manuscrit, y ajouta une postface. Elle y écrivit que ce qu'elle avait appris de plus précieux, ce n'était pas que les regards pouvaient changer. C'était que le sien, à elle, n'avait plus besoin de validation, qu'elle ne vivrait plus en fonction de ce qu'on laissait paraître, qu'elle avait, à sa façon, réécrit sa propre légende, non pour la rendre belle, mais pour qu'elle lui ressemble. Elle imprima la page, l'ajouta au dossier. Puis elle se leva, ouvrit la fenêtre, regarda le jour décliner sur les toits rouges. Elle pensa à Paul Delattre, non avec rancune, mais avec une distance définitive. Il avait appartenu à son passé. Il ne ferait jamais partie de son avenir. Elle n'avait pas gagné une guerre. Elle avait terminé une phrase. Et dans le silence qui suivit, elle sut que le monde, cette fois, l'écoutait.